à chaud quand c'est chaud. Et puis ensuite, en sortie de crise, et je vous invite toujours à travailler la crise sur ces trois axes, avant, pendant et après, en sortie de crise. Donc, je travaille avec les entreprises pour qu'elles puissent mener en interne leur retour d'expérience et pouvoir euh, capitaliser sur ce qui a bien fonctionné. Et puis, je travaille aussi sur des retours d'expérience plus larges au niveau de l'ensemble des parties prenantes, notamment du territoire. Alors, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pourrais vous offrir. Et donc, étant donné mon expérience, je me dis que si je pouvais vous donner, répondre à la question qu'attend la cellule de crise stratégique des experts SI en cas de crise d'origine cyber, bah, ce serait peut-être déjà pas mal. Euh, je vais déjà tout d'abord préciser ce que c'est que la cellule de crise stratégique, même si vous le savez très certainement tous, mais je vais quand même le repréciser pour ceux qui ne le sauraient pas. La cellule de crise stratégique, elle est composée par le décideur, par les membres de la cellule de crise qui sont très généralement le directeur des ressources humaines, le directeur administratif et financier, le directeur des opérations, le directeur ou la directrice, je les oublie les femmes, de la communication aussi. Et puis, vous, en tant qu'expert des systèmes d'information, vous pouvez être soit un membre de la cellule de crise ou vous pouvez soit piloter vous-même une cellule de crise SI. Tout dépend de la taille de votre organisation et tout dépend évidemment de l'organisation en elle-même. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est partager en toute humilité mon expérience, qui, comme vous l'avez vu, n'est pas forcément une expérience d'attaque cyber, mais plutôt une expérience de gestion de crise, tout en sachant qu'en fait, on parle de crise d'origine cyber, mais qu'en fait, les impacts, ils sont larges et ils sont sur l'entreprise et à tous les niveaux. Je vais essayer de vous peut-être vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la cellule de crise stratégique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une cellule de crise, c'est avant tout des hommes et des femmes qui doivent collectivement trouver une solution la plus efficace possible pour une sortie de crise. Et ce n'est pas toujours évident, même s'il y a des méthodes, même s'il y a des process, malgré tout, ce sont des humains qui pilotent ça avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs émotions et leur stress aussi. Quand l'entreprise est menacée, il y a un stress qui est assez important, on en parlera. Je vous donnerai des conseils avant, pendant et après pour que vous puissiez mieux travailler sur votre gestion de crise cyber. Et puis, on aura le plaisir d'inviter Sylvain Péguillan, le CEO du groupe Cyrano, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir. Il va donc partager son retour d'expérience sur la cyberattaque qu'il a vécue il y a quelques semaines de cela. Alors, on va commencer par... ah non, mais je pense que oui, ça ne sert à rien de l'avancer. Hein. Alors, on n'y est même pas du tout. Hein. Ne lisez pas ce qui est derrière, c'est pour plus tard. Alors, on dit toujours qu'il est essentiel de se préparer avant la crise, de se préparer en temps calme, de connaître ses partenaires de gestion de crise, que ce soit en interne ou en externe, et surtout de se préparer et d'être en capacité de travailler ensemble avant. Ce n'est pas pendant la crise qu'on découvre ses partenaires de gestion de crise, ce n'est pas pendant la crise qu'on essaye de créer une méthodologie. Tout ça, ça doit être fait avant. Est-ce que tu peux remonter au tout début? Enlève ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Euh, et donc, un constat, c'est qu'il faut travailler ensemble avant. Et moi, j'avoue que ça fait 12 ans que je fais de la gestion de crise, ça fait 12 ans que je fais des formations en gestion de crise et je n'ai que très, très, très rarement, voire quasiment jamais, des experts, des systèmes d'information dans mes formations en gestion de crise. C'est bizarre. J'ai le directeur des ressources humaines, j'ai le DAF, j'ai le ou la responsable de communication, mais je n'ai pas d'experts SI dans mes formations. Si, en fait, c'est pas vrai. On leur demande de venir en formation pour mettre en route les câbles et les moyens de communication de la cellule de crise. Mais très rarement, ils sont en formation et ils sont rarement aussi en exercice de crise, sauf en exercice de crise cyber, une fois tous les X années. Allez, on fait un petit sondage. Qui a déjà fait des exercices de crise cyber ici? Voilà, une, deux, trois, quatre, cinq personnes. D'accord. Les exercices de crise cyber, bah, ça commence à être réalisé, mais malheureusement, il n'y en a pas encore beaucoup.
Pourquoi? Parce que ça prend du temps, parce que ça coûte de l'argent, parce que si, parce que ça. Et donc, en fait, j'ai vraiment le sentiment que euh, en crise, on vous demandera d'intervenir. En crise, on dira, oh, venez, venez, venez. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne vous donne pas non plus tous les moyens possibles pour que vous puissiez monter en compétence et en puissance pour être en capacité de gérer les crises. Or, en crise d'origine cyber, vous avez un rôle juste essentiel. Vous êtes l'expert. C'est-à-dire que quelque part, vous allez apporter vos compétences, votre maîtrise du sujet pour permettre à la cellule de crise stratégique de prendre les décisions pour gérer tous les impacts de la crise d'origine cyber. Et vous, votre rôle en crise cyber, c'est quelque part de voir par où les malfaiteurs sont passés, où est-ce qu'ils sont toujours là, est-ce qu'ils sont déjà partis, est-ce que je l'enferme dans cette pièce-là au risque de faire pire que mieux. Vous allez devoir mener l'enquête, trouver des traces. Et puis après, il va falloir aller en cellule de crise stratégique. Et là, il va falloir que vous puissiez comprendre la crise, expliquer la crise, proposer des solutions à votre décideur et à la cellule de crise, bien évidemment. Et puis, il va falloir que vous répariez les dégâts. Et s'il vous plaît, si vous pouviez le faire le plus rapidement possible, ce serait très sympa, je vous remercie. Tout ça en sachant que 60% des entreprises qui ont vécu des cyberattaques majeures ferment au bout de 6 mois. Donc, c'est dire quand même le poids qui pèse sur vos épaules. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est justement de sensibiliser vos directeurs et vos décideurs sur le fait que vous aussi, il est important de vous inclure dans ces processus de gestion de crise pour que vous aussi, vous puissiez monter en compétence sur la culture de crise et faire monter en compétence la cellule de crise stratégique sur la culture de crise cyber. Vous avez très certainement des formations que vous avez suivies. Vous avez certainement, vous savez probablement, enfin certainement, vous savez ce que vous devez faire en crise cyber. Mais est-ce que vous avez travaillé avec la cellule de crise cyber? Attends, est-ce que tu as celui d'avant? Je vais me permettre. Attends, je vais juste. Hop, hop. Non, il n'y a pas un autre. Voilà. Et la question est de savoir, est-ce que vous avez, on peut peut-être dérouler toutes les slides là, hop, je le fais en direct, voilà. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que vous avez déjà travaillé avec la cellule stratégique? Est-ce que vous avez testé votre capacité personnelle et la capacité de vos équipes à transmettre de l'information claire et utile à les décisions? Alors moi, je vous fais juste un petit aparté. Un jour, on a testé en exercice de crise industriel, un mode dégradé plus, plus, plus. C'est le directeur commercial qui a été le pilote de la cellule de crise parce qu'on était en pleine nuit et que le directeur industriel n'était pas là. Et en fait, c'est compliqué quand on ne connaît pas non plus les attaques au feu sur un site industriel et qu'on ne connaît pas les procédures et comment ça marche. D'accord? Donc, il y a un vocabulaire à avoir en amont. Et parfois, quand on parle et qu'on est expert, et permettez-moi cela, parce que j'ai la chance de côtoyer quelqu'un au quotidien qui est expert des systèmes d'information, c'est pas évident de vulgariser ce que l'on dit. Et vous êtes face à des dirigeants qui n'ont peut-être pas les mêmes connaissances de vous. Donc, ma question, c'est avez-vous testé votre capacité et celle de votre équipe à transmettre de l'information claire et utile à la décision? Parce que c'est ça qu'on attend de vous. Est-ce que vous avez créé une méthodologie de travail avec les cellules de crise stratégique? Est-ce que vous savez exactement ce que le décideur attend de vous? Est-ce que vous connaissez les forces et les faiblesses des cellules de crise et de votre cellule de crise, de la cellule de crise de votre organisation? Parce que dedans, il y a juste des humains qui sont juste humains avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec leur patience, avec leur impatience. Et est-ce que vous avez testé votre réaction au stress, le vôtre, celui de votre équipe, celui de la cellule de crise? Donc, tout ça m'amène à vous dire, faites en sorte de pouvoir être intégré dans les processus d'acculturation à la gestion de crise dans les entreprises pour que vous ne soyez pas en difficulté au moment où vous rentrez dans la cellule de crise.
Si on peut passer à la prochaine slide, c'est bien. Ah non, non, oh là là là. Attends, 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 je vais le faire. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà, hop. J'imagine c'est ça. Voilà, allez, super. En amont, je vous ai fait une petite slide pour que vous puissiez éventuellement la photographier ou la garder. Donc, en amont, je vous propose de sensibiliser les décideurs sur le fait que quand ils font des formations gestion de crise, bah, qu'ils n'hésitent pas à vous inviter parce que de toute façon, quand ça n'ira pas, c'est vous qu'on appellera, hein. C'est vous qui serez appelé dans la cellule de crise, hein. L'importance aussi de vous faire participer aux exercices de crise. Les exercices de crise peuvent être des exercices de crise dans lesquels vous n'avez aucun rôle, hein. Quand on va parler d'une pollution, je pense que normalement, au niveau SI, vous n'aurez pas de rôle dans cette cellule dans cette cellule de crise et dans cet exercice de crise. Par contre, être observateur est toujours extrêmement intéressant. Aussi participer à ces exercices en tant qu'observateur. Et puis, je pense qu'il y a un boulot énorme à faire en amont d'une crise d'origine cyber. C'est tout le travail à faire de vulgarisation avec les décideurs et avec les cellules de crise stratégique. Il est intéressant que vous puissiez bien faire comprendre. Et on a fait un exercice de crise cyber avec un DSI il y a peu de temps dans une boîte. Pour un directeur, comprendre exactement ses systèmes d'information, les interconnexions des uns avec des autres. Qu'est-ce que ça veut dire si on me dit que ce service-là ne fonctionne pas? Qu'est-ce que ça veut me dire si on me dit je coupe ça par rapport à mon activité? C'est extrêmement compliqué à comprendre. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, et si vous pouvez, à faire des cartographies de vos systèmes d'information. Vous en avez très certainement, mais faites-les et challengez-les avec le chef d'entreprise. Est-ce qu'il comprend votre cartographie? Est-ce que c'est clair? Alors souvent, on parle de services, mais l'idée, c'est de parler aussi de métiers, en fait. Quels sont les métiers à impacter lorsque ce d'information, ce système d'information est compromis, est coupé, etc. Donc faites des cartographies et puis évidemment, vous êtes là pour travailler sur des cyberattaques, donc n'oubliez pas de les imprimer, vos cartographies. Je rigole, mais bon. Euh, je me disais que finalement, c'est comme si, vous, votre travail, c'est comme si vous étiez un mécanicien. En fait, vous connaissez la voiture sur le bout des doigts, vous connaissez chaque pièce, vous connaissez l'interaction de chaque pièce avec chaque pièce. Et puis, c'est comme si en crise, vous deviez expliquer au conducteur bah alors concrètement, pour pouvoir avancer, il faut que telle pièce fonctionne avec telle pièce, mais si j'enlève telle pièce, ça ne marche pas, etc. Vous allez perdre beaucoup de temps en crise. S'il vous plaît, faites-le avant. Vous n'avez pas de temps à perdre. Le décideur n'a pas de temps à perdre. Donc, travaillez en amont avec votre décideur pour faire en sorte qu'il puisse être aguerri à tout cela et qu'il puisse gagner du temps et vous aussi. Gagner du temps, c'est gagner en efficacité et c'est diminuer le stress, bien évidemment, en crise. Et puis, il y a tout un travail qui est très long. Moi, je suis en train de le mener avec un OIV là en ce moment, qui est très long sur quels sont les phénomènes redoutés dans mon entreprise, quels sont les scénarios possibles, quels sont les plans que l'on peut mettre en place, c'est quoi nos PRI, nos plans de continuité informatique, plans de reprise informatique, et surtout quelles sont les conséquences potentielles sur la continuité d'activité, parce que concrètement, c'est ça qui intéresse le décideur. C'est est-ce que ma boîte, elle tourne ou pas? OK? Donc tout ce travail-là, faites-le en amont. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit, vous êtes des experts avec votre jargon, avec votre compréhension de votre métier. Et le décideur, à moins qu'il ait fait les mêmes études que vous, ce qui est possible d'ailleurs, hein, bah, normalement, il n'aura pas cette compréhension-là. Quand un pompier va attaquer le feu, il n'a pas besoin de dire à son commandement, bah, le feu, c'est un tel type de feu, la manœuvre, c'est une tel type de manœuvre, et je vais attaquer le feu avec tel matériel ou telle substance. Le commandement et le pompier, ils ont le même vocabulaire, ils savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est facile, on gagne du temps. Gagner du temps en amont, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et puis, euh, ce qu'on vous demandera en début de crise, le décideur, il va vous demander, bon alors, on est attaqué où?
quels sont mes périmètres d'attaque, qu'est-ce qui est impacté et dans combien de temps, ça vous parle, et dans combien de temps vous allez pouvoir relancer tout ça. Je suis persuadée qu'en début de crise, vous êtes en incapacité de donner ce genre de réponse. C'est normal, parce qu'on sait très bien qu'une attaque cyber, pour pouvoir en définir le périmètre, pour pouvoir définir les impacts, ça prend du temps. Et donc, en fait, le problème, c'est que vous allez vous retrouver face à un décideur et une cellule de crise qui va avoir besoin de travailler. Et pour un décideur, travailler à l'aveugle, il n'y a rien de pire. Donc, je vous invite à discuter avec le décideur pour que vous puissiez identifier avec lui quelles vont être les informations dont il aura besoin en début de crise. Et dites-lui aussi, je ne pourrai pas tout vous donner en début de crise. Je vous donnerai des informations qui sont partielles. Je vous donnerai des informations que je vais devoir vérifier. Je vous dirai que ces informations, je dois encore les vérifier. Ça permettra de sécuriser tout le monde pour que quand vous allez passer en crise, euh, vous puissiez chacun savoir quel est le rôle de l'un et de l'autre. Euh, J'avais mis la petite slide qui est avant, qui est une citation du Dalai Lama. Alors, elle est là. La crise est l'occasion de se rappeler que nous sommes tous connectés. Bon, déjà, je trouvais sympa que trouver une citation du Dalai Lama parce que quand on charge des citations, il y a plein de noms qu'on ne connaît pas. Donc, je me suis dit, lui, je le connais. Donc, excusez-moi, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, une gestion de crise qui fonctionne, et à nouveau, je dis qui fonctionne, qui est efficace. Je ne dis pas qui marche, je ne dis pas qu'on a gagné la crise. Ben non, parce que sinon, ce n'est pas une crise, c'est une situation sensible, d'accord? Une cellule de crise qui fonctionne et qui marche et qui est efficace, c'est avant tout des humains qui arrivent à travailler ensemble, qui arrivent à gérer le stress, l'émotion, qui arrivent à construire, qui arrivent à trouver une solution de sortie de crise la plus efficace possible. D'accord? Et ça nécessite que chacun individuellement puisse apporter quelque chose à la cellule de crise. Parfois, il suffit qu'il y en ait un qui dysfonctionne dans la cellule de crise pour faire dysfonctionner toute la cellule de crise. Et n'oubliez pas qu'une cellule de crise, elle est au service du décideur. C'est elle qui doit pouvoir permettre au décideur de prendre la meilleure décision. On dit qu'en crise, on prend les décisions dont les pires conséquences sont les mieux, elle est longue. On prend les décisions dont les pires les conséquences sont les mieux assumées à un instant T. D'accord? Ça veut dire qu'à T plus 5 minutes, bah, c'était peut-être pas la bonne décision. Ben non, mais en même temps, on avait toutes les informations qui nous permettaient de prendre cette décision et c'était la meilleure décision à l'instant T. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous dire et de vous redire que l'importance de la main courante dans vos gestions de crise cyber. Est-ce que tout le monde est OK avec la main courante? Oui ou non? Oui? Qui souhaite? Ouais, je vais préciser. La main courante, c'est un document que l'on va ouvrir en début de crise. Vous allez l'ouvrir, vous, au niveau des services informatiques. La cellule de crise stratégique va l'ouvrir, elle, au niveau de sa cellule de crise stratégique. Et l'idée, c'est de pouvoir noter heure par heure, même minute par minute, toutes les informations qui entrent, et toutes les décisions qui sont prises et toutes les actions qui sont prises. La main courante en France a une valeur légale. En cas de procès, on va vous demander votre main courante. Je ne suis pas une spécialiste de la cyber, mais je pense que si vous avez des vols de données et des pertes de données, la CNIL va vous demander la main courante. D'accord? On a toujours tendance, alors moi on me demande souvent qu'est-ce que tu penses de la gestion de crise de telle entreprise, etc. Je ne me permets jamais d'avoir un avis là-dessus. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la cellule de crise, je sais très bien quelles sont les complications qui peuvent exister dans la cellule de crise. On va vous refaire le film à la fin de votre gestion de crise, hein. Sachez qu'on vous dira c'est pas bien, vous auriez dû faire ça et vous auriez dû faire ça. C'est parce que les autres, ils connaissent la fin du film. Vous, quand vous êtes en crise, vous ne connaissez pas la fin du film. Vous ne savez pas comment ça va se terminer, si ça va plus ou moins bien se terminer, si ça va mal se terminer. Donc gardez bien en mémoire
qu'on prend les décisions dont les pires conséquences sont les mieux assumées à un instant T. Et ça, c'est quand même très important. Et puis, je voulais vraiment, encore une fois, saluer le fait qu'une cellule de crise, c'est avant tout des hommes et des femmes qui doivent travailler ensemble dans un stress très intense et dans un univers qui est très volatile et où on ne connaît pas ce qui va se passer derrière. Si on est en crise, on n'est pas en situation sensible, c'est-à-dire qu'on a quand même un niveau qui est assez élevé. Je m'égare, mais bon. Je vais passer sur un... Alors, j'ai la zapette là. Le PowerPoint qui est juste après en jaune. Voilà, celui-là. En début de crise, on dit que plus de 50% des informations disponibles sont fausses, obsolètes et inutilisables. Et je vous invite vraiment à lire le bouquin de Laurent Combalbert, Le management des situations de crise. C'était un ex du RAID. Et franchement, c'est très opérationnel, c'est vraiment chouette. Et oui, en début de crise, même vous, en fait, pour établir le périmètre de votre gestion de crise, vous allez avoir des difficultés et la cellule de crise va avoir ces difficultés supplémentaires. Parce qu'en début de crise, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un flot d'informations, des informations qui parfois ne servent strictement à rien, des informations qui parfois sont fausses. Et, euh, et en fait, en crise, chaque minute compte. Et donc, pour vous, les minutes comptent, notamment pour pouvoir faire en sorte que votre cyberattaque soit contenue le plus rapidement possible, tout en sachant que les décisions doivent être bien pesées, parce que j'ai bien compris que on coupe, on ferme pas, ça dépend aussi. Est-ce que je mets les gens à l'intérieur de chez moi et je les laisse travailler tranquillement ou alors est-ce que je les fais sortir de chez moi? Donc il y a quand même des décisions à prendre, il y a du temps qui est important. On dit en gestion de crise, en urgence sanitaire, les médecins du SAMU disent il faut pouvoir perdre du temps pour en gagner. Donc en début de crise, pensez bien à vous poser sur vos décisions. N'hésitez pas à perdre du temps pour gagner du temps. Ça peut être très intéressant. Et donc, vous allez, vous, travailler, mais évidemment, vous n'êtes pas les seuls à travailler puisqu'il y a toute la cellule de crise stratégique qui va travailler en parallèle de vous. Et la cellule stratégique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de comprendre la crise auquel elle doit faire face, le niveau de gravité de cette crise, combien de temps ça va durer? Est-ce que j'en ai pour un jour, j'en ai pour une semaine, j'en ai pour 3 semaines, j'en ai pour 6 mois? Il y a une industrie qui a mis plus de 6 mois en France à se remettre de sa cyberattaque et à pouvoir reproduire. À La Réunion, ça n'a pas été diffusé publiquement. Il y a une entreprise qui a été cyberattaquée, elle a pris plusieurs mois avant de pouvoir s'en remettre. Et donc ça, c'est tout le travail de la cellule stratégique. Euh, c'est effectivement de voir combien de temps ça va durer, qu'est-ce que je mets comme plan d'action et comment je travaille sur des modes dégradés. Si vous, vous avez déjà préparé les décideurs sur le fait que vous ne pourrez pas leur donner des informations très complètes et très précises en début de crise, mettez-vous d'accord sur ce que vous allez pouvoir leur apporter. Et peut-être à minima, et je vous ai fait une autre slide pour que vous puissiez la garder, à minima, donner ces informations-là. Alors vous allez devoir aller, si vous êtes dans une entreprise qui a une culture de crise, vous irez très régulièrement faire des points de situation. Tout le monde sait ce que c'est que des points de situation ou pas? Ou vous voulez que je vous précise? Qui connaît les points de situation? Ok, je vous reprécise. Donc en cellule de crise, on partage collectivement l'information lors de points de situation. D'accord? Et donc, collectivement, on se regroupe autour d'une table ou en numérique, hein, ça se fait aussi, sauf si vous êtes cyberattaqué et que vous n'avez plus de numérique. Hein, et on fait des points de situation. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer sur les points de situation dans les cellules de crise, sachez-le. Un point de situation, ça a un début, ça a une fin. Dans le dernier exercice de crise, je leur ai encore bien dit, n'oubliez pas, le point de situation ne doit pas durer plus de X minutes. Il a un début, il a une fin. Et malheureusement, on se retrouve dans des points de situation qui vont durer 3 heures parce qu'en fait, tout le monde va rester dans la salle de crise. Mais l'idée, c'est que vous ayez des points de situation qui ont un début, une fin, qui durent une demi-heure et dans lesquels chacun va exprimer et chacun va pouvoir permettre à l'ensemble de la cellule de crise de partager collectivement la crise auquel il fait face. Vous, en tant qu'expert, et si vous allez intervenir dans ces points de situation stratégiques. Donc, soit vous êtes le seul expert, vous allez
peut-être travailler, très probablement d'ailleurs, travailler avec des prestataires qui vont vous accompagner dans votre cybercrise, mais vous allez aussi peut-être piloter une cellule de crise. Donc, vous allez régulièrement venir en cellule de crise dans des points de situation. Et là, en fait, vous allez avoir l'impression que vous êtes la star du jour parce que c'est de vous dont on a besoin, avec des informations précises et vulgarisées. Et j'insiste sur le mot vulgarisé. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est un, quels sont les faits? Tenez-vous aux faits, ne soyez pas dans des interprétations. Au début, on est sur des faits. Et généralement, on est sur des choses qui sont vérifiées. Si à un moment donné, on a des informations qu'on n'a pas pu vérifier, on le dit. C'est une information qui n'est pas vérifiée et qui demande vérification. Donc ça, c'est très important d'être là-dedans. À l'instant T, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est ce que demandera le chef d'entreprise. Quels sont les impacts sur la continuité d'activité? Quel est votre plan d'action, vous, en tant qu'expert des systèmes d'information? Quelles sont les décisions que vous pensez que le décideur devra prendre dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Ça, c'est intéressant de lui donner une ligne directrice pour que lui il puisse se positionner. Et enfin, il y a toujours quelque chose de personnel quand on est expert. Il faut pouvoir dire qu'on n'a pas la science infuse et parfois on peut se tromper. Dites votre sentiment général. Dites que c'est un sentiment général. Moi, je pense que cette cyberattaque, elle va durer autant de temps parce que je pense que même si vous n'avez pas encore la démonstration du fait que ça va durer longtemps ou ça ne va pas durer longtemps, n'hésitez pas à le dire, mais soyez dans le sentiment. Enfin, pardon, exprimez votre sentiment. D'accord? Dites bien que c'est un sentiment, que c'est pas. Voilà. Voilà un minima ce qu'on va vous demander comme information en cellule de crise. Ça, c'est au début. Et puis, vous allez faire des points de situation régulièrement. Donc, très probablement, beaucoup au début, de moins en moins à la fin. On considère qu'au début, on a des points de situation à minima toutes les heures. Et puis après, on va passer à toutes les 2 heures, 3 heures, les demi-journées, les journées, etc. Donc, ce sera de plus en plus éloigné en fonction de l'évolution de la situation. Et attends, il est où l'ordi? Il est là. Ok. Et non, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Bon, bah, je ne l'ai pas. Ce qu'on va vous demander quand vous allez retourner dans vos points de situation, c'est quand vous allez revenir en cellule de crise, c'est de donner les faits nouveaux, de partager l'évolution de la situation. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, comment a évolué la situation, de partager toutes les actions qui ont été engagées à votre niveau, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous reste à faire. Évidemment, d'expliquer et de vulgariser tous les impacts métiers en fonction de l'instant T et de pouvoir le plus possible donner une visibilité sur la reprise d'activité. Les points de situation, ils doivent être rythmés, précis, clairs et concis. J'insiste, c'est important. Et en fait, pour pouvoir faire ça, il faut se tester. Je reviens à mon point de départ, c'est-à-dire que si vous ne faites pas les formations gestion de crise, si vous ne faites pas les exercices de crise, vous n'aurez pas l'habitude d'aller dans ces points de situation et vous avez quand même un rôle important à jouer dans ces points de situation. Est-ce qu'on peut juste me donner le temps? Parce que j'ai peur d'exploser le timing. Ouais, bon. Vous me dites si je dois me dépêcher. Quelle heure il est? Parce que surtout, je dois libérer. C'est bon, j'ai un peu de temps encore? Ouais. Je voulais vous parler de l'invité indésirable de la cellule de crise. Vous savez qui c'est? C'est qui? Ah, merci. Dans toute crise, je crois que j'ai jamais vu une cellule de crise où il n'y avait pas de stress. Bon, en même temps, le stress, c'est normal qu'il soit là, hein. Il est aussi utile, le stress, hein. Il nous permet de nous en aller quand il y a des choses qui sont compliquées face à nous. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir envie de dire au chef d'entreprise, je peux pas, j'ai piscine, hein. Et les gars, tu m'invites dans ta cellule de crise, tu m'annonces le monde qui s'effondre, et là, tu penses que je vais pouvoir aller sauver le monde. Non, je peux pas, j'ai piscine. Je voulais vous parler du stress parce que c'est très important. Et puis, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. C'est tout l'aspect humain et le facteur humain dans la cellule de crise. Le stress, il est normal. Sachez qu'en début de crise, si vous êtes face à une cyberattaque, et étant donné que les impacts des cyberattaques sont quand même des impacts qui sont très importants et qui menacent la survie qui peuvent menacer la survie de l'entreprise, hein, on est quand même sur des impacts financiers qui sont importants.
on est quand même sur des impacts humains qui sont importants parce que potentiellement, les gens peuvent perdre leur boulot. D'accord? Et donc, le stress va arriver. Et en début de crise, il y a un phénomène de stress qui est un phénomène extrêmement négatif parce qu'en fait, le début de crise va être avant tout émotionnel. En gros, quand vous entrez dans une crise, vous allez subir tout un tas d'informations qui vont vous permettre de vous rendre compte que votre monde, il est en train de se craqueler. Et le problème, c'est que vous ne savez pas combien de temps ça va durer, comment ça va se craqueler et quelle est la suite de ce qui va se passer. Donc souvent, il y a énormément d'émotions à ce moment-là et ce sont des émotions qui sont assez difficiles à gérer. Et très personnellement, vous pouvez avoir le sentiment que vous n'êtes peut-être pas la personne adéquate à l'instant T pour travailler sur cette gestion de crise. Je vous le dis juste, c'est normal. D'accord? Vous avez vos compétences, ayez confiance en vous, mais ce que vous vivez, c'est l'aspect émotionnel. Vous n'êtes pas encore dans la réflexion et dans le cognitif. D'accord? Donc, en début de crise, on va découvrir la crise, puis après, on va faire un diagnostic de la crise et après, on va mettre en place des plans d'action. Une fois que vous avez commencé à diagnostiquer votre crise et que vous connaissez votre crise et que vous mettez en place les plans d'action, vous avez refait tourner la machine émotionnelle, la machine cérébrale, pardon. Et là, le cognitif va reprendre le pas, d'accord? Et vous serez moins dans l'émotionnel. Et donc, ça passe. Ce moment du je ne suis pas à ma place, il passe. Il existe, mais il passe. On disait avec Mathieu Drill juste avant que quand on rentre en crise, il faut pouvoir faire son cercle du deuil le plus rapidement possible. Ben, c'est vrai, en fait. Hein. Clairement, vous devez passer du choc à la sidération, la tristesse, la colère, nanana, pour être en acceptation. Et en fait, vous devez le faire le plus rapidement possible. Ne soyons pas dupes. Hein. Après, vous douillez. Hein. Prenez soin de vous après. Donc le stress est là, et puis en fait, il n'y a pas que vous qui avez du stress, tout le monde a du stress, y compris dans la cellule de crise, y compris le directeur, y compris la cellule de crise stratégique. La seule différence peut-être avec vous, c'est que la cellule de crise stratégique, elle a l'habitude normalement de piloter des crises. C'est-à-dire qu'elle est un peu plus aguerrie à tout ça en fait. L'information qui arrive, l'information qui est difficile à comprendre, la crise qui est difficile à circonscrire, à comprendre, etc. Donc c'est pour ça qu'à nouveau, je vous engage et je vous encourage à sensibiliser vos directeurs et croyez-moi, je le ferai aussi dans mes prochaines formations gestion de crise pour que vous y soyez. Donc, vous le savez, hein, les crises cyber, elles sont longues. En règle générale, elles sont longues. On sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on finit. Pour avoir travaillé souvent sur des crises, la longueur dans la crise, c'est compliqué parce qu'on a une adrénaline, en tout cas moi c'est mon cas, qui va être au taquet. Mais le moment où l'adrénaline, elle vous quitte, en fait, vous allez forcément être très, très, très fatigué. Et donc, moi, je vous invite à prendre soin de vous en crise. C'est hyper important. Vous êtes un maillon essentiel de la sortie de crise, de la solution de sortie de crise. Donc, quand vous rentrez en crise, s'il vous plaît, soyez bien conscient que vous allez travailler des heures et des heures et des heures et des heures. Soyez bien conscient que vous allez avoir de la pression. Soyez bien conscient que on va peut-être vous malmener. Et donc, c'est aussi à vous à dire à vos décideurs, je sais que tu as de la pression, moi aussi j'ai de la pression et je fais mon job du mieux possible. Et ça, faites-le en amont, c'est bien. Parlez-vous en amont. Et donc, prenez soin de vous, faites des pauses, s'il vous plaît, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Et puis, anticipez que ça va être long. Anticipez que vous devrez être relayé, qu'il faudra trouver des gens pour vous prendre la main après votre passage. Actez quand même le fait qu'il va falloir que vous sortiez de cette cellule de crise aussi de temps en temps. Parce que l'idée, c'est que vous n'êtes pas Superman et normalement, vous ne pourrez pas tenir plus de X heures d'affilée. D'accord? Euh, et voilà, surtout, prenez du recul aussi, c'est important. D'accord? C'est important de vous structurer en amont pour que vous soyez capable, en crise, de prendre du recul. Pour la relève, on est tous très mauvais. Hein. Sur Bellal, le constat de l'état-major de zone, c'est quand même qu'on a été tous très, très, très mauvais sur la relève. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a travaillé des heures et des heures d'affilée, mais on n'avait pas imaginé qu'il y allait avoir Candice derrière et que finalement, la gestion de crise Bellal, elle a duré plusieurs semaines pour de nombreuses entreprises. D'accord?
Donc, anticipons ça, mettez en place des suppléances et organisez-vous en interne avec votre cellule stratégique et avec votre cellule de crise SI si vous en avez une. Et puis, je vais terminer par ça, par l'après-crise. Euh, je voulais euh, juste vous faire comprendre qu'une crise d'origine cyber, alors les crises ont souvent des impacts forts, c'est pour ça qu'il est important de terminer une crise, d'accord? De fermer une cellule de crise, d'aller boire un bon verre tous ensemble pour essayer de se sortir de tout ça. Donc ça, c'est hyper important. Et puis ce qui est hyper important, c'est de faire un retour d'expérience. On estime qu'il est très intéressant de faire 2 moments de retour d'expérience, un débriefing à chaud. Et là, c'est pas le tribunal, hein. C'est ça, ça a bien fonctionné. Ça a moins bien fonctionné. OK? Et puis après, on fait un débriefing à froid. On va un petit peu plus loin. Et l'idée, dans le débriefing à froid ou dans le retour d'expérience, c'est bien de mettre en œuvre un plan d'action qui va nous permettre d'améliorer nos process. Les impacts des cyberattaques sont assez forts, à la fois, et on l'oublie un peu trop souvent. Parfois, il y en a un qui a cliqué sur le lien. Mettez-vous un peu à sa place, hein. D'accord? Souvent, cette personne-là, vous êtes sûr de ne plus la voir pendant les prochaines semaines. Ça ne sert à rien de l'accabler. On est tous en capacité de pouvoir cliquer sur un lien, malheureusement. Je n'ai pas besoin de vous redire comme quoi c'est important de pouvoir sensibiliser les gens, c'est votre métier au quotidien. Mais enfin, si c'est fait, ça ne sert à rien de l'accabler. J'ai une fois un chef d'entreprise qui m'a dit, on ne peut pas le virer parce qu'il a cliqué sur le lien. Non, enfin, je sais pas, mais je pense pas, non. D'accord? Donc, il va falloir accompagner cette personne-là. Euh, Peut-être vous serez remis en question, les experts ici. C'est terrible, hein, mais ça arrive. Sachez qu'il y aura toujours bien quelqu'un pour vous dire que vous avez mal fait, hein. Alors là, par quoi? Parce que tout le monde se fie à ce qui a été écrit dans les médias. Et moi, pour avoir 12 ans d'expérience de cellule de crise, entre ce qui est écrit dans les médias et je suis une ancienne journaliste, et c'est peut-être pour ça que j'ai quitté ce métier, entre ce qui est écrit dans les médias et la réalité de ce que vous vivez au sein de votre cellule de crise, il y a parfois 2 mondes, hein. D'accord? Et donc, il y aura toujours bien quelqu'un qui vous dira que vous avez mal fait, sachez-le. Il connaît la fin du film, vous ne la connaissiez pas à l'instant T. Moi, je dis toujours, écoutez, je ne discute pas de ce qui se passe dans une cellule de crise, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, d'accord? Mais sachez que vous pouvez être remis en question. L'important, c'est de bien dire que nous, on a des informations à l'instant T, on prend les décisions dont les pires conséquences sont les mieux estimées à cet instant T, et que derrière, en fait, on apprenne, d'accord? Les impacts sont aussi forts sur les salariés, ça, s'il vous plaît, et ça c'est peut-être plutôt pour la cellule stratégique, mais en tout cas, il y a quand même aussi sur votre cellule de crise ici. Euh, les impacts sont forts parce qu'en fait, il y a une défiance. Il y a, j'ai peur de travailler avec tel logiciel, j'ai peur de faire ça, j'ai peur de faire une bêtise. Donc ça, il y a quand même un gros boulot à faire de réassurance au niveau des salariés. Et puis, les derniers impacts que je peux vous donner, c'est les impacts sur les partenaires et les parties prenantes. Parce que vos parties prenantes, elles vont avoir du mal à vous refaire confiance. Il va falloir que vous montrez patte blanche et que vous puissiez expliquer à vos partenaires que aujourd'hui, c'est sécurisé. Je ne vous ai pas parlé de la CNIL, des déclarations, etc., mais je pense que vous connaissez ça mieux que moi. Et alors, je vous invite donc à faire un retour d'expérience en interne. Et ici, on est dans un lieu extraordinaire parce que vous avez quand même une association qui se monte au niveau océan Indien. Je suis pour le partage d'expérience depuis des années. J'ai créé un groupe de travail de dirigeants. J'ai 10 dirigeants qui, tous les 3 mois, partagent leurs expériences de gestion de crise. D'accord? Ils disent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et le but, c'est de collectivement être mieux préparés pour les prochaines crises. Là, on peut mettre de côté on peut dépasser nos intérêts personnels en se disant que travailler ensemble sur les retours d'expérience, c'est faire ensemble qu'il y ait moins de dégâts après. D'accord? Ça peut être intéressant. Normalement, vous n'êtes pas censé vivre 18 crises, hein. Enfin, je l'espère pour vous. Donc, vous en vivrez peut-être une.
Donc, ce que je vous invite à faire, créer un groupe de travail, vous, les experts des SI, créer un groupe de travail, partagez ensemble. Les dirigeants, ils le font. Donc, faites-le entre vous, validez avec vos décideurs qu'ils sont OK pour qu'il y ait une certaine transparence sur la manière dont vous avez conduit la gestion de crise avec votre cellule de crise stratégique et partagez pour être collectivement mieux préparés et pour faire de l'intelligence collective au niveau de vos territoires, que ce soit la Réunion, Mayotte, les Comores, toutes les îles qui sont dans cette association. Voilà, je pense que j'ai fini mon intervention. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a Teddy qui veut poser une petite question. Oui, bonjour. J'aurai le temps de me présenter cet après-midi puisque je vais intervenir sur DORA, qui est la nouvelle réglementation. Mais ma question, c'est plutôt au niveau de l'avant-crise, la préparation. Est-ce que dans la région océan Indien, Mayotte, La Réunion, Madagascar et Seychelles, la part de la certification, par exemple ISO 22301, qui est la préparation de crise, quel est le niveau de maturité et quelle est la prise de conscience des entreprises pour faire que ces bonnes pratiques soient prises en compte? Moi, je ne vais pas pouvoir répondre par rapport à la norme ISO parce que c'est très individuel à l'entreprise et moi, je suis consultante, donc je ne sais pas quelle est la part des entreprises qui se sont lancées dans des normes comme celle-là. Par contre, à- au niveau réunionnais, il y a quand même, je pense que c'est ce que M. Péguillan disait, pardon, il y a quand même une certaine il y a quand même une certaine résilience face aux crises parce qu'on en vit beaucoup et on en vit régulièrement. Après, franchement, je vous invite tous à vous poser la question de est-ce que vous êtes vraiment dans une crise ou dans une situation sensible, hein. On a tendance à parler de crise à tout bout de champ, alors que la crise, ça menace quand même la survie de l'entreprise, ça a des impacts en interne, en externe, et que souvent on parle de crise alors qu'on est dans des situations sensibles. La majorité des situations que je traite, ce sont plutôt des situations sensibles. Et il est important de pouvoir se le dire, parce que quand on est en situation sensible, on met en place une cellule d'anticipation. Quand on est en situation de crise, on met en place une cellule de crise. Le niveau émotionnel et l'investissement n'est pas le même. Et l'impact n'est pas le même, donc je tiens à veiller là-dessus. Je travaille aussi à Maurice et à Mayotte, donc je pense que voilà, il y a des choses qui sont faites. Après, j'avoue que je ne peux pas vous faire un état des lieux global de la capacité des entreprises à prendre en main leur gestion de crise. Mais en tout cas, à La Réunion, il y a du monde qui le fait parce que justement, ils sont pratiquement tous engagés dans la crise cyclonique notamment. Et on a un préfet qui nous a tous mobilisés et motivés énormément à pouvoir travailler sur la gestion de crise cyclonique et nos plans de réponse. Donc, voilà. Pas très bien répondu à la question, mais voilà. Mais si vous y répondez cet après-midi, eh bien, tant mieux. Tania, je suis déléguée à la protection des données. Bonjour. Et en fait, bonjour, merci pour la présentation qui était très claire, hein. Donc, moi, c'était très instructif. Puisque, alors, vous avez à un moment donné parlé de la main courante, qui est la preuve juridique, et à un moment donné, vous avez la CNIL qui pourrait demander à la cellule de crise communication de ce document. C'est-à-dire que la CNIL, son travail, c'est qu'elle doit être informée. Mais elle doit être, enfin, je ne suis pas une spécialiste, mais de ce que je sais, et si par contre je me trompe, bah, n'hésitez pas à m'interrompre et à donner la bonne réponse. Mais le travail de la CNIL, elle doit être informée, mais il doit aussi veiller à ce que vous ayez bien mis en amont les, 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 Et registre. tout ce qui est, tout ce qui protège vos observation. données, C'est ça. c'est notamment le cas du RGPD. Et dans votre présentation, par exemple, pour gestion de crise, vous dites que dans les exercices, il n'y a pas le DSI ou le RSSI, mais en tous les cas, le DPO non plus n'est pas là. Si on n'apprend pas à travailler ensemble en amont, ben après, quand on est dans la crise, là, bon, il faut courir après. Et maintenant, du point de vue des personnes qui sont concernées par la violation, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on communique? Parce que c'est ce qui est prévu dans la réglementation RGPD. Donc voilà, enfin, juste ne pas oublier l'acteur et puis ben, quand cet acteur-là dans la gestion de crise, et puis vous allez pouvoir nous aider, madame, si maintenant, lorsque vous faites vos interventions, arrivez à la gestion de crise, mais juste avoir un petit mot là,
pour cet acteur qui ne doit pas être oublié. Comptez sur moi. Et, Bonjour à passe- toutes et à tous. Tout d'abord, merci à l'OCOI, à son président, au bureau, aux bénévoles, aux intervenants pour cette journée qui vient clôturer le mois européen de la cyber. Je suis Mathieu Druil, je travaille chez Réunion THD. Réunion, on déploie 2 projets. Je vais la faire courte, hein. L'idée, c'est de pouvoir. Il y a un dispositif de type CCIRT, donc c'est l'équivalent d'un SAMU numérique. L'idée, c'est de proposer aux TPE, aux PME, aux collectivités territoriales et aux associations un point de contact privilégié en cas d'attaque cyber. On ne soviétise pas l'économie de la cybersécurité à La Réunion. On va juste accueillir les victimes, leur prodiguer les premiers conseils, les accompagner, les encourager à judiciariser les affaires, les accompagner sur les formalités réglementaires vis-à-vis de la CNIL, solidarité à toute épreuve avec la grande famille des DPO, et leur proposer une mise en relation avec des prestataires référencés sur le territoire. Ça, c'est le premier service de type réactif. On proposera également des services proactifs. On détaillera. Oui, bonjour. Donc, merci pour votre présentation, Madame Cognot. Donc, Thomas Longché, je représente le cabinet EXA et on a effectivement accompagné Monsieur Péguillan lors de cette crise qu'il a suivie. Et du coup, je voulais juste faire un petit retour d'expérience sur un point que vous avez également abordé dans votre présentation, c'est la fin de crise, terminer la crise. Et il faut bien savoir que dans le cas d'une attaque cyber, il faut savoir à partir de quand on dit que la crise est terminée. C'est pas parce que le système d'information a été remonté et que tout fonctionne qu'il faut mettre fin à la crise, parce qu'il faut d'abord comprendre également par où la personne est rentrée, enfin le pirate est rentré, et est-ce qu'il est encore présent. Parce que remonter un système d'information, remonter les sauvegardes, mais avec un pirate toujours présent, bah, le risque est toujours là. Voilà, donc je voulais juste faire cette petite remarque. C'est très judicieux, hein, parce qu'effectivement, vous êtes sur. Faut pas oublier que la cellule de crise, elle va peut-être se dégréder, hein, donc elle va moins se réunir, elle va devoir moins gérer heure par heure et jour par jour, mais il y en a qui vont continuer à travailler. Il n'est quand même néanmoins important que on puisse mettre au moins une pause à ces points de situation et qu'on puisse dire, OK, bon, bah maintenant, ça continue, on continue à bosser, mais là, on se pose un peu. Et ça, c'est quand même hyper important. Sinon, vous serez toujours en crise et d'un point de vue cognitif, c'est compliqué. Ça se fait rarement, hein, mais ça a des séquelles énormes, hein, de ne pas faire les rétex. Par contre, la responsabilité légale et juridique de la gestion de crise et des décisions, elle appartient aux décideurs. Ah ben oui. Donc, concrètement, moi, quand j'interviens vraiment en tant qu'expert. Je peux intervenir aussi en tant que coordinateur de cellules de crise quand ce sont des crises qui sont pas des cellules de crise qui sont pas matures pour la gestion de crise, mais la décision, elle est entre les mains du décideur. C'est lui qui a la responsabilité légale et juridique. Donc, certes, l'expert, s'il est à l'extérieur et ne travaille pas dans la société, peut avoir un certain recul qui peut être intéressant. Mais pour moi, une crise ne peut pas être gérée par une entreprise externe. Ça doit être pris en main et en charge par l'interne obligatoirement, avec des aides de l'externe, bien évidemment. Mais ça doit être pris en main par l'interne. Sinon, vous, en tant qu'expert, imaginez le poids qui pèse sur vos épaules, hein. Moi, un jour, on m'a dit, Madame Cognot, c'est la merde. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Quelles sont vos préconisations? J'ai failli lui dire, bah, prends en charge ta crise d'abord, quoi. D'accord. C'est important que les entreprises prennent en main leur crise et ne mettent pas tout entre les mains des prestataires externes. Alors, on a une dernière question en fait qui nous vient Encore une question? d'une personne en ligne, hein. Ah. Donc, alors, elle posait une question. Elle voulait savoir quelle stratégie adopter en cas de crise pour la communication, surtout auprès du public et des clients. Ok, pas de souci. J'avoue que je ne l'ai pas préparé parce que je trouve déjà fait une intervention vachement longue. Mais je vais essayer d'être courte. Moi, je trouve personnellement, pour avoir accompagné beaucoup d'entreprises en gestion de crise, que finalement, la communication de crise cyber, c'est celle qui est presque... Elle est beaucoup plus facile que d'autres communications de crise, croyez-moi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes face à une attaque. OK? Et donc, quand on est face à une attaque, ben, on est considéré comme une victime. Alors après, que vous n'ayez pas fait ce qu'il fallait faire en amont, etc., ça se saura peut-être, mais plus tard. D'accord? Donc, moi, je donne 2 mots en communication de crise. De toute façon, c'est responsabilité et transparence. Voilà. Après, effectivement, il y a un besoin de communiquer parce qu'il y a surtout un besoin de communiquer avec les personnes qui auraient pu avoir leur volet corrompu, volé, etc. Donc ça, c'est une obligation déjà.
il y a un besoin de communiquer avec les parties prenantes parce que peut-être que votre continuité d'activité est impactée. Et ce qui est compliqué en crise cyber, c'est que si vous n'avez pas travaillé en amont sur votre plan de com de crise, c'est compliqué. Et alors, ce qui est compliqué en com de crise cyber, c'est que, en fait, peut-être que les gens ne vont pas croire ce que vous dites. Donc, demandez bien à des relais, parce que peut-être que vous allez envoyer un mail et qu'on va dire non, mais lui, il a été cyberattaqué et c'est un faux mail. D'accord? Donc, demandez bien à d'autres institutions qui ont la crédibilité pour qu'ils puissent relayer votre information. Donc, voilà, moi je dirais responsabilité, transparence, bien respecter les obligations légales en matière de communication. Et puis, il va y avoir tout un travail de réassurance à faire au niveau des parties prenantes. Maintenant, que vous décidiez de communiquer dans l'ensemble des médias de façon très publique ou pas, ça vous appartient. Moi, je suis une petite boîte, ça ne change pas la vie que je sois cyberattaquée et je préfère quelque part communiquer avec mes clients, répondre à toutes mes obligations légales et faire du one-to-one. Ça me regarde en fait, le moyen de communication, il vous regarde en fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur les plateaux télé pour en parler. Vous pouvez le faire si vous souhaitez avoir une intelligence collective parce que votre exemple va servir les autres, mais peut-être que votre exemple ne servira pas les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous regarde. Ok, merci beaucoup Anna pour à nouveau cette session très très riche. Et je profite également, comme on finit par une question sur la question, pour parler de l'activité de Anne en matière de formation. Donc elle est en train de travailler sur une formation sur la communication de crise qui verra bientôt le jour. Donc n'hésitez pas à la suivre sur LinkedIn pour savoir à quel moment effectivement cette formation sera mise en place et bien sûr de s'inscrire à ces formations.